Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue à tous dans cette présentation du cours Composants de la qualité qui rentre dans le chapitre Qualité des aliments que je donne aux étudiants de master. Vous pouvez trouver toutes mes publications dans mes pages personnelles sur YouTube, Facebook, Instagram. Il y a aussi mon mail professionnel. Pour plus de détails sur mes principales publications scientifiques, vous pouvez consulter mon site sur Google. Alors, je vais commencer par définir la qualité. Je vais prendre deux définitions de deux organismes de standardisation internationale. La première s'agit de la FNOR, qui définit la qualité comme étant l'aptitude d'un produit à satisfaire ses utilisateurs. La deuxième définition, citée par l'ISO, qui décrit la qualité comme l'ensemble des propriétés et caractéristiques d'un service ou d'un produit qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites de tous les utilisateurs. L'utilisateur final d'un produit ou bien le consommateur, on attend plusieurs satisfactions. D'ailleurs, on va voir dans le cours de normes d'ISO que la relation entre le consommateur et le producteur est une relation de satisfaction. Par conséquent, un aliment représente plusieurs coins de qualité, ou bien plusieurs composantes de la qualité. Il ne s'agit pas d'un seul, c'est-à-dire d'un seul aspect ou bien d'une seule composante, à savoir la composante hygiénique, nutritionnelle, organoleptique et d'usage. Bien sûr, certains auteurs ont donné des termes qui commencent par S, ce qu'on appelle les 4 S. Donc, on va dire pour l'hygiénique, sécurité. Pour la qualité nutritionnelle, on va résumer par santé. Pour la qualité organoleptique, saveur et service pour l'usage. Premièrement, on va commencer par la première qualité, donc hygiénique. On ne veut pas que l'aliment apporte du mauvais ou nous rende malade. Mais la question qui se pose ici, qu'est-ce qui peut rendre malade dans un aliment? Il y a pratiquement 4 points. On va résumer ensemble. Le premier point sont les microbes. Donc ici, pourquoi j'ai pris salmonelle comme exemple type? Parce que salmonelle est responsable de presque 2/3 de toxi-infections alimentaires dans le monde. Mais on peut trouver d'autres microbes, même des virus comme l'hépatite par exemple. Le deuxième point sont les produits toxiques. Ici, j'ai pris deux exemples. Le premier exemple sont les métaux lourds, donc le plomb, l'arsenic, etc., qui constituent vraiment un risque sérieux en santé publique. Le deuxième exemple sont les pesticides, qui sont des produits de synthèse utilisés dans l'agriculture et que leurs traces persistent même après la récolte. Donc la présence des pesticides dans les aliments diminue leur qualité hygiénique. Les points 3 et 4 correspondent à des composés normalement trouvés dans les aliments, mais lorsqu'elles sont soit en excès, le cas de sel pour les chips par exemple, les viandes transformées et dérivées, soit inadaptées pour certaines catégories de consommateurs. Donc le premier exemple ici, c'est le lactose. Le lactose, pour les sujets intolérants au lactose, est toxique. Donc malgré que la majorité de la population mondiale, la tolérance au lactose ou sa digestibilité diminue à l'âge adulte, où le lait devient pas indispensable. Et maintenant, la relation entre une consommation excessive du lait, surtout de vache, et certaines maladies non transmissibles, est sujet de plusieurs recherches. Le deuxième exemple, c'est les aliments contenant du gluten. Pour les personnes intolérantes au gluten, bien sûr, on ne va pas réfléchir trop pour penser directement au blé. Donc, un intolérant au gluten, pour lui, le blé est toxique, mais faites attention, bien sûr, de remplacer toujours le blé par des produits à base de maïs, qui sont aussi génétiquement modifiés. D'ailleurs, le maïs est le deuxième végétal le plus génétiquement modifié après le soja. Vous voyez, le soja est le premier. Donc le soja, ça vous dit quelque chose. Peut-être c'est votre huile de table à base de soja. Bien sûr, si vous êtes en Algérie, cette probabilité est de presque de près à 100%. Car la majorité des huiles de table commercialisées en Algérie sont à base de soja. La deuxième qualité, donc, c'est la qualité nutritionnelle. On veut que l'aliment apporte du bon, c'est-à-dire
qui soit diététique, qui maintient et améliore notre santé. Bien sûr, il s'agit ici des micros, la notion du micro et des macronutriments. L'équilibre alimentaire vient du régime. Ici, le régime, ce n'est pas le régime qu'on connaît par le langage courant, mais le régime ici correspond à tous les aliments consommés sur une longue période. La règle à respecter ici, que l'idéal étant de varier les aliments. Une remarque ici, que les deux premières composantes de la qualité, sécurité et santé, qu'on a vu donc jusque-là, sont invisibles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, c'est que le consommateur doit faire confiance au vendeur et le vendeur lui-même doit faire confiance au producteur. C'est pour cela la loi intervient pour assurer la protection du consommateur et c'est un des objectifs de la création des normes. Par contre, les deux autres composantes sont visibles pour le consommateur et le consommateur peut les évaluer. La troisième, saveur, bien la qualité organoleptique. Donc, bien sûr, on veut satisfaire ces 5 sens et pas seulement le goût. Cette qualité conditionne souvent les deux autres premières. Pourquoi? Parce que, par exemple, on peut déséquilibrer sa ration par excès de goût. Par exemple, l'exemple type, c'est l'excès de lipide aux États-Unis, ou bien par manque de goût, cas des carences chez les sujets âgés. La qualité organoleptique a une composante sensorielle, bien sûr composante ici sans S, majeure, mesurable par analyse sensorielle, objectivée par un jury, mais a aussi une composante psychologique. La dernière qualité, c'est la qualité d'usage. Donc un aliment sain, complet, entre guillemets, c'est-à-dire de qualité nutritionnelle importante et délicieux, ne sera pas vendu s'il est trop cher ou introuvable ou difficile à préparer ou impossible à conserver comme certains fruits exotiques. On veut donc, pour une très bonne qualité d'usage pour un aliment, on veut des aliments qui se conservent longtemps, avant la vente, c'est-à-dire chez le producteur, après l'achat, c'est-à-dire chez le consommateur et après ouverture, même après l'utilisation. Et l'exemple type ici, c'est le lait UHT. Bien sûr, le lait UHT est de très bonne qualité d'usage, mais peut-être de mauvaise qualité donc nutritionnelle. On va voir une application à la fin. Deuxièmement, qu'il soit facile à utiliser, stockage, ouverture, fermeture, préparation. Et plusieurs producteurs en agroalimentaire travaillent ou bien donnent plus d'importance de la valeur ajoutée sur la valeur d'usage ou de service. Comme par exemple, j'ai pris ici l'exemple d'emballage sophistiqué ou des plats tout prêts. Un autre point, les aliments, on veut qu'ils soient abordables, à la fois pas trop chers, est disponible et vendu partout. Bien sûr, le prix est un facteur de choix déterminant pour certaines catégories de consommateurs, mais il y a ici une confusion entre c'est mieux, donc normalement que ce soit plus cher, et entre c'est plus cher, donc sûrement meilleur, c'est pas la même chose. À la fin, une petite application. D'après ce que vous avez vu de notions de qualité dans des aliments, comment pouvez-vous analyser l'impact du raffinage en technologie alimentaire sur les qualités de produits raffinés? C'est-à-dire, on va prendre un exemple d'un aliment et on va analyser ces 4 composantes de la qualité, c'est-à-dire chaque composante à part. Vous pouvez trouver, ou bien vous pouvez prendre les céréales, les huiles, j'ai pris déjà l'exemple de l'huile de soja tout à l'heure, ou le sucre, qui est donc le fameux sucre blanc raffiné. Donc, merci pour votre attention.